préserver Ça, c'est tout ce volet particulier. Toi, ça prévention. c'est Les places d'hébergement des aujourd'hui, choses ne serait-ce que pour visionner implanter une structure, un ça peut répit être une structure de civile, MNA, c'est webinaire aussi que j'avais difficile pas qu'un centre pu éducatif voir, fermé, où hein. je m'étais même Il pas faut aussi inscrite, à vrai dire. se le dire. Euh, Voilà, donc Car en fait, l'horaire la question du webinaire ne aujourd'hui, correspondait tant pas pour du les tout mineurs que pour les professionnels, à c'est mes que besoins. Donc là, on est vraiment en tension. D'ailleurs, ça j'ai dû s'inscrit dans les m'inscrire pour commentaires. regarder Voilà, denrées rares le et chères webinaire. pour ce qui C'est concerne les une travailleurs manœuvre sociaux, assez mais aussi les étonnante modes par ailleurs. d'accompagnement. Donc, Mais bon, ce qui compte, c'est que espérons qu'on ne va pas aller sur la je peux rationalisation. accéder Et les donc textes, je ne vous invite pas à aller vers ça à de ce toute façon, hein. webinaire, et puis très intéressant. Dans les Bouches-du-Rhône, vous savez si l'hébergement en hôtel est Très une intéressant variable importante. Enfin, il y a sur la loi Taquet Alors, de février 2022 de j'étais protection de justement avec la l'enfance. directrice enfance-famille hier et bon, force Voilà, est de c'est constater assez aussi que sur intéressant cette d'écouter question-là, ce que les experts pensent justement l'accompagnement des MNA a de été la mise une en charge, on le place sait tous, importante au niveau des cette loi départements, tant sur le volume que sur le contenu qui est, d'accompagnement. Et a voilà, qui est fortiori, en ça s'est partie retrouvé applicable, au appliquée, niveau de mais l'absence de qui réponse requiert de là en place sur les l'occurrence textes qui étaient déjà elles-mêmes saturés. Donc, le temps que l'offre qui requiert en l'occurrence se déploie, et Madame Limec le disait bien, ça ne pousse pas comme des qu'il champignons y ait des décrets les places en d'application qui hébergement. soient encore Voilà, validés, et il y a une n'est pas équipe, hein, encore. c'est pas que la place en dur, il y a une équipe aussi à constituer. Donc forcément, on a tous été un peu pris de court. Et effectivement, les Bouches-du-Rhône, comme d'autres départements, on fait parler d'elles parce qu'à un moment donné, il s'est agi d'accueillir les ménages dans des gymnases. Mais voilà, c'est peut-être mieux qu'à la rue. Ici, enfin, il y a un principe de réalité. Toujours est-il que ce public-là fait bien partie du public que l'on accueille en protection de l'enfance et il ne s'agit pas d'exclure un public par rapport à un autre et toujours être dans la recherche de solutions, évidemment. Une question un peu juridique est celle de cette période de 2 ans qui est ouverte par la loi, pendant laquelle effectivement on peut envisager l'hébergement en hôtel. On a pu voir ici et là des personnes s'inquiéter que finalement ça légalisait entre guillemets, alors c'est sans doute pas le bon mot, hein, mais ça donnait un cadre légal en tout cas à l'hébergement en hôtel. Est-ce que ça change quelque chose concrètement, Madame Descamps ou Madame Niamiec, qu'est-ce que vous en pensez? Là, pour l'instant, il faut attendre les décrets d'application, on n'a pas justement. Donc, il faudra voir en fait si justement, pendant cette période de latence de 2 ans, le suivi qui pour moi est essentiel est réellement imposé ou pas. C'est ça qui comptera. Alors, 15h30, pour cette dernière demi-heure, je vous propose maintenant de nous intéresser au volet de la désinstitutionnalisation, qui est visée également par cette loi. Adrien Taquet l'avait notamment formulé face aux parlementaires. Il décrivait l'aide sociale à l'enfance comme un troisième cercle à installer en secours après celui de la famille, celui de l'entourage. C'était l'objectif aussi de cette loi. Cette formule-là, je le cite, ce ne sont pas les murs qui protègent, parfois même c'est quand les murs sont trop épais ou trop hauts que le danger rôde et revient. Ce ne sont pas les murs qui protègent, ce sont les gens qui vous entourent et qui prennent soin de vous. Voilà, c'était une manière de dire que la protection de l'enfance à son tour, comme les champs du handicap notamment, pouvait aller vers une forme d'inclusion et de mettre l'institution, de faire reculer un petit peu la solution institutionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette optique-là? Il y a notamment la priorité qui doit être donnée maintenant à l'accueil en famille ou chez un tiers digne de confiance avant d'opter pour la solution des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance. Alors tout de suite, à nouveau, je vais vous montrer concrètement ce qu'écrit la loi à ce sujet. C'est ici. Voilà, donc on a là c'est le code civil qui est modifié. Donc le juge des enfants a plusieurs formules, plusieurs solutions sous la main, notamment confier à l'autre parent, à d'autres membres de la famille. Ça, c'est les 2 premières solutions. Après, on a des solutions plus institutionnelles. Ce qui est précisé maintenant, et là vous le voyez en rouge, c'est que le juge pourra recourir à ces solutions institutionnelles uniquement après évaluation par un service compétent. Voilà, évaluation des autres solutions que serait l'accueil par membre de la famille ou par
tiers digne de confiance. Donc voilà un petit peu comment est formulée cette loi. Madame Delcambre, vous avez déjà eu recours à cette évaluation? Alors, non, très clairement non. Je trouve qu'il y a une ambiguïté dans la circulaire par rapport au texte de loi. Dans la mesure où dans la circulaire, le recours est beaucoup plus restrictif dans la mesure où il ne vise que l'éventualité d'un placement en institution. Or, donc placement direct auprès d'un établissement désigné. Or, la réalité du placement judiciaire est que le juge des enfants prononce en très grande majorité, on ne fait plus beaucoup de garde directe. Le placement s'effectue auprès confié du département à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est à l'aide sociale à l'enfance que revient ensuite le choix de l'accueil de l'enfant, l'orientation de l'enfant. Donc, de ce point de vue-là, moi, je vois un écart entre les nouvelles dispositions du texte et la façon dont c'est interprété dans la circulaire. De ce point de vue-là, je pense qu'il va falloir peut-être réfléchir à un éclaircissement. En tout état de cause, si effectivement cette évaluation préalable doit se faire dans le cadre d'un placement, je veux dire, décidé par le juge des enfants sans restriction particulière, la tâche des départements va être singulièrement alourdie en termes d'évaluation. De toute façon, globalement, cette loi alourdit énormément la charge des départements. D'où la question d'ailleurs des moyens, de l'implication de l'État, etc. Donc ça n'est pas plus large, mais néanmoins, ça soutient la disposition de ce nouveau texte. Voilà, donc pour moi, là, il y a une ambiguïté. Je vois que notre collègue du chef, on a échangé ici aussi, notre collègue, et de ce point de vue-là, c'est pas des questions qui devront intervenir à l'avenir. Partagez cet avis, Madame Yannick. Oui, tout à fait. Et en plus, alors pour moi, il n'y aura pas de nullité pour autant de la procédure si absence d'évaluation faite. Ce n'est pas prévu. Donc finalement, il n'y a pas de sanction non plus si on n'a pas été recherché ce cercle. Alors c'est très à la mode au niveau des personnes âgées. On parle aussi du virage domiciliaire. Finalement, on voit que ça se décline dans plusieurs politiques. C'est oublier pour moi aussi que la prise en charge d'un enfant n'est pas toujours facile, que ça peut générer des conflits de loyauté quand ils sont confiés chez un membre de leur famille, ou des difficultés de gestion des droits de visite et d'hébergement des parents. Ce qui est quand même plus facile quand on est en structure ou en famille d'accueil avec des personnes qui sont justement professionnelles. Ici, alors, on essaie de professionnaliser finalement ces non-professionnels parce que l'ASE devra effectuer un accompagnement. Finalement, c'est un accompagnement un peu comme de l'AEMO qui serait fait auprès de ce tiers digne de confiance. Donc, alourdissement de la charge des départements, comme le disait Madame Delcambre. Mais voilà, à mon avis, pour autant, ce qui va se passer très certainement dans les faits, c'est qu'on transformera finalement des places de structure, des places par exemple en MEX, en prestations d'accompagnement des familles. Et on éliminera par ce biais-là aussi le problème des sorties sèches, puisque finalement ils seront non plus réellement placés dans une structure, mais chez un membre de leur famille ou chez un tiers digne de confiance. Je déplore d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de véritable définition juridique du tiers digne de confiance, puisque des fois on a du mal à finalement savoir si on place chez un membre de la famille ou chez un TDC, la différence étant que l'un est rémunéré à minima, pas l'autre. C'est tiers digne de confiance. Madame Mazelier, alors je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce point précis ou j'allais vous interroger sur la médiation familiale aussi, dans ce qui peut relever de la désinstitutionnalisation, ou en tout cas des solutions, voilà, misées sur la famille. Ça, c'est quelque chose que vous avez retenu, je crois. Oui, quand même vous dire que sur les tiers dignes de confiance, donc évidemment la charge va être lourde pour les départements, si ce sont les départements qui évaluent. En tout état de cause, n'oublions pas que des propositions de placement sont portées par les services d'investigation, les SIE, par les services d'AEMO. Donc là, voilà, on va devoir faire évoluer les cahiers des charges parce que l'investigation ne travaille pas la question de l'évaluation du tiers digne de confiance, de l'orientation, évidemment sur un placement, mais c'est un travail et en plus dans la loi, je ne sais pas si vous l'avez vu Madame Lémy ou pas, mais concernant l'interrogation des BVE des FIGEIS, j'ai l'impression que les tiers
confiance ne sont pas forcément inclus dans ce paragraphe-là, ce qui est dommage parce que quand même, ça méritait qu'on les mette. La question du casier judiciaire, hein, c'est ça dont tu vous évoquez là. Oui, ça c'était. D'accord, je ne l'ai pas vu non plus. C'est très important pour nous, la question des FIGS et des B2. Sur la mémo, il faut savoir que dans la pratique, nous avons 3825 mesures portées par Sauvegarde Stress sur le département Stress. 200 sont des mesures AEMO TDC. Voilà, donc dans la pratique, il y a déjà, on ne va pas dire un accompagnement, parce qu'on n'est pas sur des cahiers des charges éducatives spécialisés. Pour autant, on vient de mener une étude sur les besoins du TDC. Donc comment on accompagne le TDC dans cette mission qu'il a en pleine responsabilité, c'est-à-dire l'enfant lui est confié. Hein, ça, il faut quand même le rappeler. Accompagner, mais la responsabilité, elle est portée de façon pleine et entière par le TDC. Un seul service existe en France sur cette question-là. Je crois que Geneviève Wagner avait fait un petit article dessus. Donc voilà, demain, est-ce que c'est la polyvalence de secteur? Comment vont se positionner les services AEMO SIE? Est-ce qu'on va avoir des services spécialisés? Parce que dans la loi, c'est stipulé comme tel aussi. Donc un nouvel SMS. On attend effectivement des précisions pour aller vers cette voie de la désinstitutionnalisation sur laquelle on est prudent. Parce que je dis aussi conflit de loyauté, conflit familial, surtout quand c'est latent. Donc voilà, ça peut être très sécure par rapport à l'enfant, puisqu'on est toujours à chercher la solution qui va répondre à son besoin premier de sécurité. Parfois, ça peut produire évidemment le contraire du but recherché. Donc une grande prudence sur ce volet-là, à tous les égards, sachant que c'est déjà utilisé dans la pratique. Sur la famille. Pardon. Madame Desmarais. Non, je voulais dire, pour rejoindre le propos de Mme Niémet, mais aussi le vôtre, l'accueil familial n'est pas la panacée universelle de l'accueil de l'enfant. Il faut être vigilant, effectivement, à l'égard des enjeux qui peuvent se jouer au sein d'une famille, notamment entre des grands-parents, des parents, mais aussi d'autres personnes, des oncles, des tantes autour de cet enfant en termes de réparation d'une histoire familiale. Donc il faut bien maîtriser, ou en tout cas essayer de maîtriser tous les tenants et les aboutissants pour éviter de projeter l'enfant dans une forme de maltraitance institutionnelle, de conflit de loyauté, etc. C'est une pratique qu'on a, hein, mais c'est une pratique à laquelle on est déjà très vigilant. C'est de le rappeler. Il y a aussi un recours au parrain, un recours au mentor qui est prévu par la loi, là encore, où on sort un petit peu des institutions. Est-ce que vous l'accueillez favorablement, cette nouvelle disposition? À voir comment dans la réalité ça va se concrétiser, parce que ces parrainages, ce sont des questions qui sont soulevées dans nos cabinets et auxquelles on est généralement favorable, parce qu'elles font l'objet d'une évaluation par les services d'accompagnement éducatif de l'enfant concerné. Maintenant, ce sont des protocoles qui jusqu'à présent ont été assez lourds à initier, hein, parce que il y a un certain nombre, il y a tout un questionnement à avoir effectivement pour ne pas perdre de vue l'intérêt de l'enfant, et puis être certain aussi que donc il soit accompagné par des personnes qui soient en mesure de le faire, qui soient elles-mêmes accompagnées sur le terrain. Et puis, si je pose la question, c'est passionnant. J'ai recueilli des informations précieuses, à parrainer un enfant le week-end, sinon le week-end, en tout cas une grande partie des week-ends, et peut-être sur parfois la une situation, partie un peu un état des il y a lieux, beaucoup de questions pratiques qui se posent, des difficultés interinstitutionnelles. mais qui doit être évalué en regard de l'intérêt de l'enfant, et puis qui oblige les partenaires à se poser la question de savoir quels moyens on développe pour y parvenir. Je propose à ce sujet aux auditeurs de se prononcer sur cet objectif de désinstitutionnalisation, puisque effectivement c'est une question qui concerne le travail social en général, la sortie des institutions pour aller vers le milieu ouvert, pour aller vers l'inclusion. Finalement, vous posez toutes les trois des questions assez concrètes, assez sérieuses sur ce que ça peut recouvrir. Donc voilà, la question est posée, approuvez-vous l'objectif d'une désinstitutionnalisation de l'aide sociale à l'enfance, comme voulu par le secrétaire d'État, Adrien Taquet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à citer sur cet objectif de désinstitutionnalisation? L'aide à la gestion du budget familial, je ne sais pas si c'est tout à fait majeur ce sujet. Peut-être Madame Mazolier là-dessus, je sais qu'il y a... Voilà, vous l'avez dit à ce point, M. Bonin, parce que
Oui, voilà, tout à Là, fait. c'est un point important pour nous. Alors, des institutionnalisations, non, parce que bon, la médiation ne fait pas partie, aujourd'hui, ce n'est pas une mesure inscrite au titre de l'aide sociale à l'enfance, et puis c'est une mesure d'accompagnement sans contrainte. Le texte donne complètement l'esprit de la médiation, tant aujourd'hui c'est indispensable en protection de l'enfance d'arriver sur ce champ-là pour l'adjoindre à une mesure de placement ou d'accompagnement en milieu ouvert. Sur nos mesures d'AMO, dans 60% des mesures, il y a un conflit familial et plus précisément un conflit parental. Voilà. Et on sait très bien qu'un accompagnement peut durer 6 mois, 1 an, tant que le couple ne s'est pas repositionné sur sa dimension couple parentale, le travail ne va pas pouvoir produire ses effets. Donc aujourd'hui, ce volet-là, il est très important, il est inscrit dans la loi. Alors c'est peu, hein, c'est pas là au niveau de la procédure. D'ailleurs, je ne sais pas si les choses ont évolué d'un point de vue juridique. En tout état de cause, l'inscrire comme tel, et peut-être que Mme Delcambre pourra nous dire dans sa pratique comment elle va intégrer cet article-là. Nous, au niveau des services du secteur associatif et habilité, on a la chance d'avoir par exemple un service d'ethno, un service de médiation. Il est évident qu'on essaye de créer des passerelles et de proposer aux parents d'avoir recours à cette médiation familiale pour essayer de mettre de côté la dimension conjugalité qui est compliquée d'un point de vue financier, d'un point de vue juridique, et qui met l'enfant à une place où il ne doit pas être. En tout cas, l'enfant est... refaire finalement, défaire plutôt tout le travail qui a été fait aujourd'hui en donnant cette place centrale. Et est-ce que l'État est mieux placé? Aujourd'hui, je rappelle que les DDCS ont disparu, donc les directions départementales de la cohésion sociale ont disparu pour fusionner avec les directs et devenir les directions départementales de travail, de l'insertion et des solidarités. Donc là aussi, on a vu disparaître finalement le volet spécifique cohésion sociale. On n'a pas de ministère en charge de la famille, alors que le président Macron a fait de la protection de l'enfance sa deuxième grande cause du quinquennat. Et on a finalement une secrétaire d'État, Charlotte Poubelle, hein, mais alors, qui est rattachée effectivement au Premier ministre et non plus au ministère des Solidarités. Mais voilà, on a quand même aussi une place qui n'est pas si centrale que ça de la protection de l'enfance au niveau étatique. Pour moi, les départements aujourd'hui ont acquis des compétences, ont mis en œuvre des outils. Il y a un manque de moyens. L'État doit donner une dynamique de moyens, une dynamique aussi d'attractivité des métiers du travailleur social en améliorant le statut, comme ce qui a été fait par exemple pour les AF. Mais voilà, pour ma part, je ne suis pas convaincue par cette centralisation. Madame Mazoguier, peut-être? Alors, moi, je pense qu'il y a un mot d'ordre, c'est la simplification. Voilà, sur mon tableau, j'ai accueilli une nouvelle administratrice dans l'association. Au bout de 2 minutes, je l'avais perdue et encore, je pense que c'était 20 secondes. Voilà, on est acculturé quand on est professionnel de la protection de l'enfance, mais le système est quand même relativement compliqué entre le civil, le pénal, le judiciaire, l'administratif, tous ces acronymes. Voilà, donc pour moi, le mot d'ordre, c'est la simplification. On voit bien, bon, ce sujet il est récurrent depuis plusieurs années, on voit bien qu'il y a eu tentative de, on va dire, et encore une fois, ce rapport parlementaire demandé par le président de la République sur la 3e page, politique publique à bout de souffle, gouvernance à réinterroger, et puis on trouve au titre de la loi la possibilité d'expérimenter localement une coordination entre l'État et le département. Je crois qu'un département s'est porté volontaire aujourd'hui, mais pas plus. Donc, ne rajoutons pas des pièces au millefeuille. Ça, c'est voilà, pas souhaité aujourd'hui. Simplification, pourquoi? Parce qu'on a besoin de se coordonner. Et plus on est, alors plus c'est riche, mais plus c'est complexe, chacun regardant forcément avec sa paire de jumelles. Et n'oublions pas l'articulation entre les services publics et les secteurs associatifs. La protection de l'enfance est riche de cette histoire-là. Donc voilà,
la difficulté aujourd'hui, elle s'opère à ce niveau-là. La loi s'applique pour tous et pour autant, il y a une déclinaison locale, sans politique de protection de l'enfance, et sur un territoire, par exemple, les enfants accompagnés en armes n'ont pas le même type d'accompagnement sur Marseille, puisque notre service d'AEMO n'est pas organisé de la même façon. Donc, à la fois, on capte nos ressources, nos territoires, et ça c'est important parce qu'on agit sur un environnement proche du mineur, mais on sait très bien qu'il y a des écarts très très importants selon les départements et selon les dispositifs. Donc c'est pas un discours de bretonne, mais voilà, c'est une question qui n'est pas réglée et je pense qu'on doit se recentrer sur la question de l'efficience et l'IGAS est en train de plancher sérieusement là-dessus. Simplifier, ça c'est pour vous, c'est ça le chantier à ouvrir. Et vous, Madame Delcambre, puisque voilà, nous avons une nouvelle secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, quels devraient être les chantiers à lui confier pour la protection de l'enfance selon vous? La place de l'État, c'est une question qui est récurrente. J'ai un souvenir, c'est que quand Adrien Taquet a dévoilé sa stratégie en protection de l'enfance, à l'époque, il y a eu une annonce par le gouvernement d'un déblocage de 60 millions d'euros à destination de la protection de l'enfance. Le budget de la protection de l'enfance, le budget départemental de la protection de l'enfance dans le Nord, il est d'environ 450 millions d'euros. Donc, je pense que le chiffre qui a été annoncé déjà à cette époque-là est assez révélateur. Je veux dire, la volonté de l'État de s'engager en protection de l'enfance. Vous savez, la protection de l'enfance, ce n'est pas qu'une question de moyens, on nous le dit souvent, mais c'est quand même une question importante. J'ai souvenir, comme vous d'ailleurs, notamment de ce reportage qui a eu lieu là, sur je ne sais plus quelle chaîne, qui a dénoncé, à juste titre d'ailleurs, des comportements, des phénomènes de maltraitance et d'égards d'enfants dans certaines structures collectives. Mais il faut se poser les bonnes questions et on ne se les est pas posées. Il faut savoir que quand dans une structure collective, la nuit, je dis structure collective parce que ça permet de balayer tous les types de foyers, j'aime pas le terme de foyer, tous les types d'accueil, d'hébergement collectif possible et dénommé comme tel. Quand on sait que la nuit, dans certaines structures, il n'y a plus un seul professionnel, il n'y a plus un seul éducateur, plus une seule éducatrice sur place pour surveiller les gamins pendant leur sommeil, il se passe des choses la nuit, et que tout ça est confié en quelque sorte au garde de nuit ou au concierge de l'établissement, on a de réelles questions à se poser sur le regard qu'on porte sur la protection de l'enfance, l'accompagnement que l'on accorde à ces enfants qui sont des enfants en difficulté et sur les moyens qu'on se donne pour les accompagner comme il se doit. Sur les moyens, bien évidemment, pour la protection de l'enfance qui mériterait d'être ouvert. Un grand merci à vous trois, puisque nous arrivons bientôt à la fin. Il nous reste encore 5 minutes. Peut-être il y a moyen d'avoir encore une ou deux questions. Je voudrais tout de suite, avant d'aborder la fin, vous citer, vous informer sur une formation qui va être animée en novembre par Amélie Miemiec, une formation de Fèvre d'Alloz sur le système français de protection de l'enfance. Voilà, 14 et 15 novembre 2022, ce sera à distance également. Je crois même qu'il y a un lien qui va vous être donné par le chat, mais voilà, en tout cas, vous trouverez effectivement sous ce nom, le système français de protection de l'enfance, les références formation qui a lieu en novembre, donc avec Amélie Miemiec, qui nous a fait plaisir d'être avec nous cet après-midi. Je vous signale aussi donc, que nous avons une bibliographie qui est à votre disposition. Alors, je crois qu'elle est maintenant téléchargeable. Si je ne me suis pas trompé, elle est à votre disposition. Voilà. Attendez, je vais juste vous la montrer quand même. Voilà, c'est ici. Hop, voilà. Non, c'est pas ça. Bien, un peu de lenteur quand même technique, mais je suis pas loin du but. Voilà, c'est ici. Normalement, vous devrez avoir accès à cette bibliographie. Tout se passe bien. Voilà, avec notamment les textes de loi qui ont été référencés, avec notamment de nombreuses publications de l'ONPE, l'Observatoire national de la protection de l'enfance, dont leur dernière note juridique publiée hier sur la loi, une note très complète. Et puis évidemment, les passionnés
d'excellents articles du média social, écrits avec mes collègues cette année, et puis en fait tout au long de l'écriture de cette loi et encore voilà, donc vous pourrez trouver toutes ces références dans la bibliographie en ligne, et puis je vous signale d'ailleurs que nous avons mis en accès libre quelques-uns de nos articles, 5 exactement, voilà. Ils sont signalés en rouge sur cette bibliographie en accès libre jusqu'au 31 mai. Vous pourrez voilà, les découvrir sur notre site. Voilà. Là-dessus, je reprends la main. Voilà, c'est ça, normalement. Voilà, c'est bon. Plus que 3 minutes. Je vous remercie toutes les trois, vraiment, d'avoir apporté vos éclairages. C'était très complémentaire. C'était très intéressant. J'espère que nos éditeurs ont pu se préparer un peu mieux à cette loi sur laquelle ils étaient peu informés. Et puis, écoutez, je vais vous saluer toutes les trois. Un grand merci. À bientôt pour un prochain webinaire et pourquoi pas avec Madame Niemiec chez nos amis de Lefebvre d'Alloz. Encore un grand merci et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Merci, vous aussi. Merci beaucoup.